Esperluette. En mode festival. Stéphane Piochot, comédien, originaire de Nouvelle-Calédonie, vivant en Nouvelle-Calédonie. Barrage, c'est une pièce de Jenny Brifa, donc qui revient sur les émeutes qui se sont déroulées en mai 2024 à Nouméa et sa banlieue. Et c'est l'histoire de deux professeurs qui protègent leur lycée pendant la première semaine d'émeute, quand les forces de l'ordre n'étaient pas encore arrivées de métropole et que les habitants dans les quartiers étaient livrés à eux-mêmes et assuraient eux-mêmes leur propre sécurité en bloquant les accès à leur quartier. Et donc ces deux profs-là sont très liés, se connaissent très bien. Elle, c'est Marguerite, elle est kanak indépendantiste, et lui, c'est Kevin. C'est ce qu'on appelle un caldoche loyaliste. Et tous les deux sont professeurs de français, sont ensemble cette nuit-là. Ils vont se dire les choses jusqu'au bout. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu cette conversation vraiment à ce point-là, ce niveau-là de profondeur, où ils vont vraiment exprimer leur ressenti profond. Et ce sont ces émeutes qui vont déclencher cette situation critique, extrême, qui va déclencher cette libération de la parole. Mais à l'inverse de nos politiques qui campent sur leur position, qui s'accrochent comme des huîtres sur un caillou à leurs idéologies, ces deux personnes-là vont s'écouter, même si ça fait mal, et ne vont pas s'abandonner l'un l'autre. Pour moi, ils vont faire un vrai débat, ce qu'on fait de moins en moins. En fait, c'est cette capacité à écouter l'autre et à l'entendre surtout, même si on n'est pas d'accord, et à le laisser aller jusqu'au bout de sa réflexion, et aussi à respecter quelque part ce qu'il pense, parce que chacun a envie d'être entendu. Et il suffit juste à un moment donné de se dire ok, je respecte ton point de vue. Et voilà, là je suis pas d'accord. C'est très difficile. On n'a qu'à voir dans un couple même. Voilà, c'est compliqué parce que l'affect vient s'y mêler et puis la peur est vraiment à la source de tout ça. Peur de ne pas être reconnu, peur de manquer, peur de se faire spolier, déposséder, déconsidérer, humilier, etc., etc. Donc c'est une sorte de cri d'amour très doux, ce spectacle. C'est très violent. Oui, c'est tendu. On vit quand même cette journée d'émeute, donc c'est très tendu. Une grande intensité dans la pièce, surtout avec la bande-son qui est formidable. David Leroy, l'ingénieur son, compositeur, a été chercher sur TikTok et Facebook des vidéos d'émeutiers. Mais malgré cette violence, dans la pièce, il y a une délicatesse et une douceur. Justement parce que les personnages s'écoutent. Voilà, et débattent réellement. Même si à un moment donné, ça peut exploser et qu'ils s'engueulent bien comme il faut. Mais voilà. L'engueulade fait du bien des fois. Mais ça fait du bien. Ouais. Ça permet de lâcher un peu la pression. Mais par exemple, là, Kevin, à un moment donné, se barre, mais il revient quand même. Il l'abandonne pas. Et Marguerite, pareil. Elle le laisse revenir. Elle l'accueille. Elle ne le rejette pas. Malheureusement, c'est ce qui se passe au niveau politique. Cette violence-là où on nie l'autre. On nie ses aspirations. On nie ses besoins, ses peurs. Il s'est créé comment ce spectacle ? Jenny, on se connaît déjà depuis Jenny l'autrice, on se connaît depuis le lycée. Ah oui. Mais on n'avait jamais bossé ensemble jusqu'à ce que, après son premier texte théâtral, donc Fin mal barrée, qui s'inscrivait dans le premier référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, elle avait besoin d'un acteur. Elle avait envie de bosser avec moi. Et j'ai dit oui tout de suite. Donc on a fait Fin mal gérée. Après Fin mal gérée, Famille ensemble. Donc Fin mal gérée, c'était sur le deuxième référendum. Famille ensemble, le troisième référendum. Et là, on a bossé avec Laurence. Et puis elle s'est dit, Jenny, là j'arrête. Laurence qui t'accompagne sur oui, voilà, Laurence Bollet, qui est ma collègue, ma partenaire de jeu formidable, extraordinaire dans Barrage. Et après ça, elle a dit, j'arrête les pièces politiques. Sauf que il y a eu les émeutes, voilà. Et elle cherchait une situation, comment rentrer dans le sujet, que ce soit juste. Et elle a pensé à ces deux personnages de Fin bien ensemble, Kevin et Marguerite. Et elle est partie de ces deux personnages-là. Elle a été inspirée d'un témoignage qu'elle avait reçu de gens pendant les émeutes, de profs, qui justement avaient croisé leurs élèves qui essayaient d'incendier le lycée. Et elle est partie de cette situation-là. Celle qui est dans la pièce. Celle qui est dans la pièce, Barrage. Donc elle nous a contactés un peu après les émeutes, peut-être 2-3 mois, en disant moi j'ai vraiment envie d'écrire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais est-ce que vous êtes partant ? Connaissant Jenny et sachant son
sa capacité à être objective et à vraiment nuancer les choses. Je me suis dit, j'avais confiance en elle. Et je me suis lancé tout de suite, j'ai dit oui. Et Laurence aussi, Frédéric aussi. On était tous partants, quoi. C'était important. Je m'appelle Frédéric Andro. Je suis le metteur en scène de Barrage. Comment t'es arrivé sur ce projet ? C'est une longue histoire. En fait, je suis arrivé sur ce projet parce qu'en fait, après un tournage en Nouvelle-Calédonie il y a pas mal d'années, je pense que c'était en 2018, j'ai rencontré Jenny Briffa qui travaillait avec la production, qui avait une boîte de prod à l'époque et qui réalisait des documentaires, qui était vachement bien d'ailleurs, et qui m'a parlé de son envie de monter un spectacle sur le 2e référendum, et donc j'ai tout de suite postulé. Ça m'intéressait beaucoup et ça m'intéressait aussi de retourner en Nouvelle-Calédonie parce que j'avais eu un vrai coup de cœur, un sincère coup de cœur. C'est un territoire que tu connais ? On va dire que je connais, parce que là ce serait assez prétentieux, mais que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir et à mieux connaître petit à petit. Oui. Et pourquoi ce genre de projet avec ce genre d'histoire-là t'intéresse, puisque tu n'es pas de ce territoire ? Déjà parce qu'il y a une dimension universelle qui parle à tout le monde, qui me touche, et qu'elle a un sens de la satire que j'adore. Depuis le début, elle adore passer à la moulinette les politiques de l'île et les nôtres pour faire comprendre dans quelle absurdité ils peuvent baigner. Je sais pas, on en a eu un peu comme ça, des proches, des Jean-Yann, qui ont cette espèce d'envie d'arriver à faire rire de ce qui ne va pas et de la maladresse des gens. Sur Barrage, on est sur un spectacle qui est plus en émotion. Moi, ça m'a bouleversé ce qui s'est passé là-bas. Parce que j'ai appris à aimer ce qui s'y passait. J'ai trouvé que c'était un des seuls pays au monde où on arrivait à structurer les choses, à faire en sorte que deux cultures se côtoient, se mélangent, se connaissent, s'apprécient, vivent ensemble, tout ça. Et là, tout d'un coup, j'ai vu ça s'écrouler, mais de loin, malheureusement, parce que j'aurais aimé être plus proche, parce que c'est quand même des amis maintenant, des gens auxquels je tiens. Et je trouvais nécessaire, en tout cas important de les accompagner. Jenny m'a demandé de le faire. Vous pouvez pas dire non. Je trouvais que c'était légitime que je le fasse, alors je l'ai cru. Sur la mise en scène, comment on travaille justement cette ambiance ? Il y a très peu d'accessoires, oui. Il y a un bon jeu de lumière, mais on a vraiment cette pression que vivent les acteurs, l'histoire. Comment on travaille cette mise en scène ? En fait, le barrage, il est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on promène de partout. En fait, il fallait mettre sur le plateau tout ce qu'il y a dans notre cerveau. Le grenier serait immense. Le théâtre n'est pas là pour ça. Le théâtre est là pour moi, en tout cas, pour réveiller l'imaginaire du spectateur. Et sur un texte comme ça, ce qui est le plus important, c'est de faire exister d'évoquer, en tout cas, la subjectivité de ces deux personnages-là, la façon dont ils vivent les choses, dont ils véhiculent leur part, d'essayer de faire recevoir et comprendre à quel point ils sont différents, à quel point ils s'aiment, à quel point c'est compliqué de s'aimer, à quel point c'est compliqué de continuer à partager un territoire en ayant des différences importantes. Mais tout ça, en fait, ça parle énormément aussi ici. On a aussi ce problème-là. Vivre ensemble avec des différences énormes. Sauf que là, c'est vrai qu'en Calédonie, la situation est particulièrement difficile en ce moment. Et je trouvais très important de rendre ça accessible. Et j'avais vraiment sincèrement envie qu'ici, on puisse toucher du doigt ce qui s'y passe, qu'on puisse le recevoir autrement que ce que les médias ont fait passer, et de façon plus humaine, on va dire presque plus maladroite, plus sincère, et juste, voilà, avec cet humour-là que j'ai mis quoi à voir. Moi, j'aime ce théâtre-là où avec une feuille, on fait exister une forêt. Tu aurais pu avoir des projections, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des projections de vidéos pour montrer des images. Alors, il y a des extraits sonores, par contre, ça, oui. En fait, là, je ferais du cinéma, mais je suis moins doué, je pense, pour faire ça. Voilà, certains font ça, utilisent de la vidéo et font des choses magnifiques. Voilà, c'est moins mon truc. Vraiment, l'idée, c'est de faire une vraie pause d'humanité avec ce spectacle-là, et vraiment qu'on puisse partager, en tout cas qu'ils puissent partager avec tous ceux qui vivent en Calédonie, mais aussi avec tous ceux qui vivent en métropole, leur histoire. On a pu constater à Paris que c'était vraiment reçu avec beaucoup d'émotion et beaucoup de complicité. C'est compliqué de créer un spectacle, une pièce de théâtre sur ce type de sujet qui divise tellement votre territoire ? Ouais,
Oui, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, déjà, la première mouture, quand Jenny nous a montré le texte au début, premier jet, on a beaucoup parlé avec Frédéric, Laurence. Et par exemple, c'était déséquilibré au début. Voilà. Bon, Jenny, je le dis, mais c'est important parce que ça montre aussi qu'on était tous partie prenante. Et puis que aussi, il y avait cette ouverture de Jenny par rapport à nous. Et elle nous avait dit, mais dites-moi. Parce que elle aussi ne voulait pas faire d'impair, quoi. Donc elle avait cette grande ouverture, écoute, voilà, de ce qu'on pouvait dire. Donc Jenny a fait un travail vraiment à se mettre à la place de Marguerite et à continuer à bosser. Et puis elle a réussi, je pense, à trouver cet équilibre-là. Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans cette pièce, c'est que ça m'a permis d'avoir accès aux deux points de vue de manière factuelle. Et de pouvoir sortir de là en me disant, ok, mais maintenant je me fais une opinion, mais qui ne sera de toute façon pas extrême. Oui. Parce qu'on m'a donné de l'information pour pouvoir avoir un point de vue qui est peut-être un peu plus nuancé et réfléchi. Nuancé, c'est le mot. Parce que je me mettais à la place des métropolitains au moment des émeutes et puis des médias métropolitains qui caricaturaient la situation là-bas pour faire un peu le buzz quelque part. Donc il y avait vraiment des deux côtés des images, des propos, des interprétations qui étaient vraiment scandaleuses, quoi. Et ça, Jenny voulait absolument, et nous aussi avec elle, remettre un peu de nuance, comme tu le disais, dans cette histoire. Après, je peux pas reprocher à un métropolitain d'avoir une vision parce que moi, je suis calédonien, je vis là-bas, je reçois ce que les informations me donnent, et moi-même, je ne parle. Mes opinions ne se construisent que sur ce que les médias me transmettent. C'est clair. Et même si j'ai l'impression d'avoir un esprit critique et de me dire, ce n'est pas la vérité, mais du coup, de fait, je me fabrique des idées, des opinions, et c'est difficile de prendre du recul. C'est tellement singulier ce qui se passe partout. Et la Nouvelle-Calédonie fait partie, comme les autres territoires d'outre-mer, c'est des cas uniques à chaque fois. Chaque territoire a son histoire, chaque territoire a sa culture, ses cultures. Tout à fait. Donc si on ne connaît pas, si on ne va pas vraiment chercher l'origine de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, on peut faire des raccourcis très facilement. Une anecdote. À Paris, à la Manufacture Elisabeth, il y avait un spectateur qui avait été filmé par des potes là qui prenaient les réactions des spectateurs à chaud à la sortie du spectacle. Et il disait c'est gentil. On dirait une pub antiraciste des années 90. Et puis non, je suis pas d'accord. En gros, effectivement, les souffrances ne se valent pas. Non, les peurs ne se valent pas. Ouais. Donc c'est les Kanaks qui meurent là-bas et les Blancs ils n'ont rien à faire là-bas. C'était waouh. Il y a cet effet un peu bizarre en se mettant justicier ou alors défenseur d'une morale d'un côté comme de l'autre. On perpétue en fait cet effet de violence, cette violence-là. Ça creuse un peu plus à chaque fois le fossé entre les gens. C'est toujours pareil, nier l'autre. Les gens aussi, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a des Kanaks qui sont loyalistes. Aussi, oui, c'est ça. Et qu'il y a des Calédoniens européens ou métis qui sont indépendantistes. Oui. Bon, bien sûr, c'est un peu marginal, mais c'est pour dire que tout ne se résume pas à des couleurs de peau. C'est plus compliqué. Il y a l'histoire, il y a la culture, il y a le métissage. Ce qu'on a vécu, il faut rappeler que les Kanaks à Nainville-les-Roches ont reconnu les victimes de l'histoire et que c'était un grand geste qu'ils avaient fait au reste de la population en disant vous êtes dans le même bateau que nous depuis le début, depuis qu'il y a cette oppression de l'État français qui est venu et qui s'est installé et qui a spolié les terres et puis qui a construit un bagne où il y avait des gens qui étaient là condamnés aux travaux forcés et tout. Donc et c'était fort de faire ça. À nous aussi d'avoir cette capacité, à tous d'avoir cette force d'ouverture que les Kanaks ont eu à l'époque. La pièce, c'est aussi l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de se dire, ok, reposons les choses, essayons de voir comment on peut vivre ensemble, construisons quelque chose de peut-être de nouveau, au lieu de rester sur. Oui, voilà. Ça n'empêche pas le but n'est pas d'oublier ce qui s'est passé. Bien sûr. Mais d'aller peut-être sur de l'avant. Oui, parce que la grande peur, qui est comme Jenny le dit, puis parce que moi je suis pas de culture kanak, mais même si je suis calédonien et ancré là-bas, même si je la côtoie la culture kanak, la question se résume toujours à ce qu'on appelle les compétences régaliennes et à notre capacité à ne pas se faire coloniser à nouveau par d'autres puissances étrangères d'une autre manière.
comme ça se passe au Vanuatu. Désolé pour mes amis de là-bas, mais c'est vrai. La Chine, économiquement, a une emprise maintenant totale sur l'archipel qui est juste à une journée en navire à voile, à moteur là de chez nous, quoi. Tout ça est compliqué. Et je sais pas ce qui se passe dans les tractations chez les politiques indépendantistes avec, tu vois, certains politiques. Alors, la troisième voie, ce qu'on appelle la tentative de troisième voie, c'est des gens qui essaient de prôner peut-être une indépendance associée avec la France. Et c'est sûrement une solution. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Mais ce serait encore une grande, concession de la part des Kanaks, parce que je me mets à la place d'un Kanak. Même j'aurais envie que on soit complètement indépendant et Kanaki, et que ça, je le comprends complètement. Voilà. Après, la peur des non-Kanaks là-bas, c'est juste ce que dit Kevin dans la pièce, c'est comment on sera considéré. Moi, j'avais une discussion avec une amie Kanak. C'était bien de pouvoir se parler. Mais je lui disais, ok, on est indépendant. Mais moi, tu vois, je m'appelle Piocho. Mon nom, c'est Piocho. Et mon nom, là, il est rattaché à aucun endroit, à aucune terre. Parce que le nom, là-bas, est rattaché à la terre. Ok. Et donc, moi, je suis personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites de moi un clan. Je suis le clan Piocho. Tu vois? Enfin, voilà, c'est des questions, pourquoi pas, moi, c'est juste, je suis pragmatique, je me pose la question. Et après, si on me dit, on va fonctionner comme ça et tout. Bon, ok. Et on peut imaginer des choses, discuter, puis pourquoi pas inventer. Et tu disais tout à l'heure donc tu étais ce qu'on appelle caldoche. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? J'ai pas trop l'origine du mot, mais c'est venu pendant les événements ou un peu avant, où c'est un terme un peu péjoratif à la base. Boche, caldoche, un truc. Alors les blancs qui dominent la population autochtone, et puis voilà. Donc après il y a une sorte de appropriation. Comme ça se fait beaucoup. Oui, c'est passé dans le langage commun. Voilà, c'est ça. Mais puis caldoche, oui, c'est en plus. Caldoche, ça désigne aussi surtout la brousse. On dit rarement caldoche pour un Calédonien nouméen, quoi. C'est plus un mode de vie de propriétaire terrien, éleveur ou cultivateur, chasseur, pêcheur, etc. C'est blanc ou métis. Et c'est un spectacle qui s'est joué aussi dans des écoles, ou comment ça se passe chez vous et aussi dans l'Hexagone? On en a eu des scolaires au centre culturel Chibao. On a joué devant des lycéens et collégiens. On a discuté avec les jeunes après le spectacle. C'était quoi les retours, justement? La plupart n'étaient pas aussi traumatisés que les adultes, a priori. Donc il y en avait pas mal qui étaient intéressés d'entendre les deux points de vue. Ok. On a eu un mot écrit là après coup que Jenny nous a transmis d'un élève Kanak et d'un autre élève non Kanak qui chacun de leur côté ont dit mais j'ai bien aimé l'autre personnage, celui qui n'est pas moi. Génial. Parce que je savais pas ce qu'il pensait, je savais pas qu'il avait peur comme ça, je savais pas que. Donc ça, c'est une petite victoire, même si c'est pas tous les élèves, mais c'est déjà super. C'est ce qu'on ne fait plus, c'est de prendre le temps aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, d'écouter l'autre. Oui. Même si on n'est pas d'accord, mais de l'écouter quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça fait du bien des fois. Oui. Ça permet de réfléchir différemment. Oui. Et ici, au festival, alors, les retours? Les métropolitains sont vraiment émus. Et je me rends compte à quel point cette pièce est universelle. Ouais. Et on a eu des belles discussions, des beaux retours de gens qui nous disaient que ça résonne beaucoup. Sur plein d'autres sujets de société. Sur plein d'autres sujets, voilà. Et puis on savait pas que c'était comme ça. On savait pas que c'était si complexe que ça. Et ça, c'est pareil, c'est une grande satisfaction. Parce qu'on se dit, au moins quelques personnes qui vont essayer de creuser un peu ça, de mieux comprendre et puis en parler autour d'eux aussi. C'est clair. C'est-à-dire qu'on s'identifie au personnage de Kevin Marguerite, on a peur avec eux. On n'a pas envie que le lycée brûle, on n'a pas envie qu'il se passe quelque chose de grave. Et on s'attache aux deux parce que les deux, on sent bien que ils parlent de là où ils sont, tout simplement. Ils sont tiraillés. Ils sont tiraillés. Et puis on voit bien qu'ils ont envie de rester ensemble, qu'ils ont envie de s'entendre et que c'est compliqué. Ouais.
Donc c'est ça la force du théâtre, je pense aussi, c'est ces gens-là en chair et en os face à nous, il y a une transmission directe comme ça des émotions, et avec l'imaginaire qui est en effervescence. Ouais. Mon avis sur le spectacle. Mai 2024, les émeutes éclatent en Nouvelle-Calédonie. 2 professeurs que tout oppose décident de protéger leur école, et dans ce chaos, ils vont prendre le temps de s'écouter. C'est exactement ce que propose la pièce Barrage de Jenny Brifa. Écouter l'autre, prendre le temps de ne pas être dans la réaction immédiate, mais dans l'ouverture d'esprit, dans le respect pour se forger un avis plus nuancé. Grâce à l'écriture fine de Jenny Brifa, la mise en scène de Frédéric Andreau, les lumières de Laurent Lange, les sons de David Leroy, et surtout au jeu bouleversant de Laurence Bollet et Stéphane Piochot, tous 2 originaires de Nouvelle-Calédonie, nous sommes installés dans cette posture juste de l'écoute. Peu importe la distance, quand le monde s'embrase, nous nous faisons souvent une opinion via les médias. Et on sait bien que ce qui est rapporté, sauf à creuser le sujet avec de sources multiples, vise plus souvent le sensationnel que l'informatif. Cela n'empêche pas d'avoir un avis, de ne pas être d'accord, de réagir avec des émotions, de la colère, mais aussi du rire, et c'est ça que j'aime dans le spectacle vivant. Il nous oblige à nous poser pendant 1 heure, sans distraction, sur un sujet complexe. Il fait travailler notre imaginaire et notre empathie. Avec Barrage, le défi est particulièrement bien relevé. C'est un huis clos haletant. On vit la tension des émeutes, on s'attache à ces 2 personnages et on rêve qu'ils trouvent l'équilibre qui rendra le vivre ensemble possible. Et même si cela se passe à des milliers de kilomètres de l'Hexagone, ce qui s'y joue résonne en nous tous. Vous l'aurez compris, je vous recommande vivement cette pièce, parce qu'elle permet d'accéder à des informations claires et humaines, parce qu'elle crée un pont entre les histoires au lieu de les séparer, parce qu'elle nous montre que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que la complexité est la base de toute situation humaine. Le but n'est pas d'oublier ce qui s'est passé, mais justement de l'ancrer sur scène pour aller de l'avant et construire quelque chose de nouveau. Je sais que ce spectacle laissera une trace durable en moi, et c'est précisément pour ça, pour ces traces-là, que je vais au théâtre. Donc merci à toute l'équipe de Barrage de nous permettre d'entendre et d'écouter réellement des points de vue différents pour pouvoir réfléchir ensemble. Esperluette. En mode festival.